Donc, qui veut poser la première question? C'est une question, c'était une observation. Oui, question, observation, commentaire. Vous, monsieur Laville, vous pointiez, madame, d'entrée de jeu, un secteur traversé de paradoxes. Moi, dans ce que vous nous avez exposé, très vaillamment, avec beaucoup d'entrain et effectivement un certain succès, j'en relève peut-être quelques-uns. Ce que vous concevez comme une forme de stratégie associative qui pourrait amener au prix d'entente, au moyen d'entente sur un territoire, les associations à des stratégies de cogestion, pour moi, ce n'est pas de l'avenir, c'est du passé. Les associations, par le passé, étaient effectivement, dans le tiers secteur, des auteurs de cogestion, de co-construction des politiques publiques avec les élus du peuple, de la nation, à quelque niveau qu'ils fussent. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Sont passés par là tout un arsenal législatif interne français, et puis aussi dicté par les directives européennes. Et maintenant, dans la stratégie nationale globale, une association est, je le déplore, et je le dis avec beaucoup de souffrance dans ma propre association au quotidien, un prestataire de service, point barre. La question de co-construire quoi que ce soit et de co-gérer quoi que ce soit n'est absolument plus d'actualité. S'il ne fallait qu'une loi pour s'y opposer, ce serait la loi Sapin. Il y en a tout plein d'autres autour des divers paquets dont l'Europe nous gratifie régulièrement. Voilà. Une deuxième chose, excusez-moi, je suis trop longue. Oui, une deuxième chose, vous parliez effectivement du retour aux racines, aux valeurs fondatrices d'une association. Pour travailler dans une fédération d'éducation populaire, je vois très bien à quoi vous faites allusion. Je voudrais pointer un paradoxe là aussi, mais que je vis à l'interne, c'est qu'il n'y a pas que le mode de recrutement des dirigeants, la professionnalisation, le fait qu'ils sont issus d'un autre secteur que le propre secteur associatif pour diriger tout à coup leur structure, et qui crée un décalage par rapport aux valeurs fondatrices et à l'histoire et aux gènes d'une association. J'ai bien peur que tous les gènes ne soient récessifs, malheureusement, dans la mesure où, à tous les niveaux, on recrute des gens venus de tout partout. Quand, par exemple, on nous fait une pub d'enfer, alors successivement, au privilège de l'âge, des TUC jusqu'au contrat d'avenir aujourd'hui, pour récolter des jeunes uniquement, dans le secteur associatif, uniquement parce qu'on doit contribuer à un effort social d'insertion. Très bien, rien contre. Mais comment, avec des effectifs de cette nature, faire vivre un projet fondateur? Bon, ces jeunes vont strictement rien abattre. Le Front populaire, la libération après la guerre de 1945, mais c'est vraiment un truc qui leur passe très très largement au-dessus des oreilles. Alors voilà, une sorte de paradoxe interne que je vis et sur lequel je souhaiterais recueillir votre sentiment, monsieur. Merci, on va prendre d'autres questions. Fin de réponse groupée. On va prendre d'autres questions après fin de réponse groupée. Oui, bonjour. Juste une remarque par rapport à l'utilisation des mots entre fusion et absorption. Parce que c'est vrai qu'avec l'exemple de handicap, handicap international et Atlas, il m'a semblé que c'était quand même plus une absorption vu la différence de taille entre les deux structures. Et je pense que c'est du coup extrêmement différent comme modalité de fonctionnement et d'accompagnement des équipes, quoi. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, sur la petite enfance, pour avoir à plusieurs reprises répondu à des délégations de services publics, il me semble que finalement, il y a les critères officiels et puis il y a tout le reste, quoi, qui n'est pas écrit. C'est qu'on est quand même sur des décisions prises par les villes ou les communautés d'agglomération. Et il y a un choix politique, donc on va dire, qui est de dire est-ce qu'on veut ou pas une entreprise de crèche, ou est-ce qu'on veut rester dans le secteur associatif? Et puis après, est-ce qu'on a envie de privilégier des acteurs locaux, ou est-ce qu'on a envie de faire venir un nouvel acteur pour redynamiser, ou pour peut-être... Voilà. Donc en fait, après, il y a effectivement toutes les règles et le secret autour d'appel d'offres, mais enfin, il m'a semblé souvent les dés étaient quand même un petit peu pipés. Voilà. Merci. Merci. Autre question? Oui, bonjour, Jean-Marie Gerschmeyer. Moi, je viens du département de la Moselle, qui a pour particularité, en ce qui concerne la vie associative, de ne pas dépendre de la loi 1901, mais de la loi du statut local 1908. Et donc, quand on parle de fusion, fusion-absorption, fusion-création, c'est vrai que là, j'ai du mal à m'y retrouver parce qu'on ne dépend pas de ces mêmes règles. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Mais au-delà de cela, je m'interroge, moi, parce que vous nous questionnez complètement sur le fait associatif.
Pour moi, qui suis un militant associatif, une association, ce sont des personnes qui se regroupent autour d'un projet. Et quand on parle d'appel d'offres, de marché public, de délégation de services publics, encore qu'il y a de la confusion, à mon sens, entre ces différents termes tels qu'ils nous ont été présentés cet après-midi, pour moi, je m'interroge sur quel est le projet de l'association à vouloir répondre à une commande publique, et est-ce que l'association est encore maître de son projet, et est-ce qu'elle est encore à l'initiative du projet qu'elle souhaite porter. Donc ça, c'est pour moi essentiel, parce que la notion de projet, c'est M. Laville qui l'avait le plus abordé, pour moi c'est essentiel. Quand on parle de restructuration, si on veut se marier, le mot a été utilisé, est-ce qu'on est sur un mariage de raison, un mariage de cœur? Moi je pense que si on n'a pas de projet en commun, on ne peut pas être sur un mariage de cœur. Mais par contre, ce qui me manque dans les observations qui ont pu être produites cet après-midi, c'est quels sont les éléments déclencheurs. Est-ce que ce sont des raisons économiques? J'ai cru comprendre quand même que dans la stratégie, il y avait bien quelque part une certaine contrainte qui amenait les associations à enclencher un rapprochement ou une restructuration ensemble. Et je pense, même s'il est nécessaire qu'il y ait cet élément déclencheur pour que la restructuration puisse avoir lieu, elle ne peut fonctionner, elle ne peut vivre. Peut-être que c'est les 10% qui restent aujourd'hui dans les restructurations qui fonctionnent parce qu'elles ont un projet en commun. Donc ça, je pense qu'au-delà des restructurations dures, telles que vous l'avez évoqué, vous avez parlé de construction, moi je parlerais plutôt d'intelligence collective, où on a à imaginer des mutualisations qui sont des formes de rapprochement, mais sur lesquelles on n'est pas obligé d'aller jusqu'au mariage. On peut peut-être se faxer sur un objet bien particulier. Et donc, quand on entend maintenant, il y a dans le secteur social, des GCMS, par exemple, qui sont les groupements de coopération dans le secteur médico-social, c'est des groupements de coopération, mais on n'est pas obligé d'aller dans la fusion. Dans les groupements d'économie solidaire, c'est pareil. On peut mettre en place des outils en commun, le pôle administratif, le pôle direction, le pôle, etc., sans pour autant que les projets des associations fusionnent. Donc là, à mon avis, c'est vraiment des pistes d'observation sur lesquelles il faudrait pouvoir nous renseigner pour voir qu'est-ce que ça produit. Et j'espère que ça produit autre chose que les 90% d'échecs dans les fusions. Merci. On va prendre encore 2 questions. Jean-Yves Forvet, je travaille dans l'économie sociale et solidaire. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez des associations qui sont en quasi-faillite et qui sont, entre guillemets, rachetées par des grands groupes. Je vais prendre l'exemple de SOS. Oui, bonjour, j'ai une question qui se rapproche un petit peu. Question pratique de la gouvernance associative dans le cadre d'une fusion d'associations. Plus spécifiquement, 2 associations qui sont déjà liées par un projet fort ensemble depuis plusieurs années. L'une des 2 associations dont la gouvernance fait un peu faillite. Et pour éviter à l'association de péricliter, le conseil d'administration qui rentre dans le conseil d'administration de la 2e association. Donc en gros, une fusion qui commence par avoir en premier lieu le même conseil d'administration entre les 2 associations. Est-ce que pour vous, ça pose un problème de gouvernance ou est-ce que ça peut être une bonne manière de commencer une fusion? D'avoir le même dirigeant. Merci pour cette question. Il y en avait une dernière ici, peut-être Claire, puis après on va répondre et peut-être, si on a le temps, je ne sais pas, on fera un 2e tour de questions. Bonjour, Jean-Bernard Rodon, président d'une association de formation et insertion. Pour réfléchir beaucoup aux sujets qui sont débattus aujourd'hui, je voulais demander à M. Laville qu'est-ce qu'il mettait derrière le mot de reformulation de l'identité. Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt, notamment quand on a l'impression d'identité extrêmement voisine, pour ne pas dire identique, entre 2 ou plusieurs associations, est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de définir une nouvelle identité commune ou de renouveler les identités apparemment communes que l'on a pu avoir et les histoires
pour partie au moins semblable, qu'on a pu avoir. Ça, c'est la première question. On va plutôt vers du renouvellement, de la nouveauté ou de la reformulation qui n'est qu'une façon de redire de façon plus moderne ce qui nous a animés jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ça la question. La deuxième, c'est que vous avez évoqué le problème des moyens. Et dans les moyens, peut-être l'aborderons-nous plus tard dans l'après-midi, mais je pense que nous sommes quelques-uns à être un peu friands d'explicitation de ces moyens, de reformulation, de nouvelles donnes, j'allais dire. Merci. Merci. Donc on va commencer à répondre en deux réactions en préalable. La deuxième partie de la table ronde va permettre de répondre à votre dernier argument. Elle va aussi permettre de répondre à la question fusion, absorption, faut-il se paxer ou pas. Donc ce sont des questions qu'on pensait plutôt aborder avec des témoignages d'acteurs dans la deuxième partie. Donc on y reviendra juste après la pause. Après, pour les autres questions, je pense qu'il y en a un peu pour l'ensemble des personnes. Peut-être que on va partir d'ici et on va aller par là. Parce que peut-être tu peux dire quelque chose sur la notion de Pax et de la notion de comment on peut faire sans fusion, parce que tu en as un petit peu parlé dans ta présentation, mais est-ce que tu as 2-3 exemples d'initiatives sur le secteur de la culture dont tu pourrais parler? Bon, alors, il y avait une question pour Yannick, je passe la parole à Yannick. Oui, alors en fait, sur les appels d'offres, donc c'est toute la difficulté d'accéder à ce type d'informations. Hein. Donc objectivement, on regarde les critères. C'est évident qu'il y a, vous avez parlé de décisions un petit peu pipées. Oui, il y a des chances que ça existe. Maintenant, c'est aussi une question de rapport de force entre le technique et le politique. Hein. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal donc de techniciens ou directeurs généraux des services ou les personnes qui sont en charge des appels d'offres qui n'ont en tête que les questions de concurrence et surtout avec en tête l'importance d'être dans des clous du point de vue juridique, quoi. Voilà. Il faut lire effectivement Brigitte Clavagnier qui nous éclaire bien sur la différence entre les subventions qui devraient être normalement le plus important système de financement de la vie associative et non pas les appels d'offres. Oui, alors je parle des appels d'offres très précisément, donc dans ce cas de figure qui existe en Bretagne et puis qui progresse d'année en année. C'est pas sous le couvert de l'Europe qu'il faut dire ça. Je n'ai pas parlé d'Europe. Je n'ai pas parlé d'Europe, j'ai parlé du niveau local. Bon, par rapport à ce que vous avez dit, moi je ne pense pas qu'il y ait eu co-construction historiquement. Ce que je pense, c'est qu'il y a eu co-gestion clientéliste. C'est pas la même chose. Hein. Quand je parle de co-construction, ça fait vraiment appel, je crois, au fait que les associations puissent rentrer en débat sur la construction de ce que représente un certain nombre de politiques publiques. Alors ça s'est fait, je suis d'accord, de manière non véritablement explicite. Ça s'est fait si on regarde certains secteurs, si vous regardez le handicap, si vous regardez l'histoire de la prise en compte par les politiques publiques de certaines maladies, vous verrez bien qu'effectivement il y a une co-construction. Mais les instances de cette co-construction n'ont jamais véritablement été pensées. Hein. Elles se sont faites, quand elles se sont faites sous la pression, mais il n'y a pas véritablement eu d'espace qui a été considéré comme devant réunir tout un ensemble de savoirs associatifs dans la construction des politiques publiques. Je pense que c'est véritablement un nouvel horizon pour les politiques publiques qu'il s'agit de penser. Et en cela, ça ne me paraît pas du tout être un retour au passé, parce que je ne crois pas véritablement que pendant les années qui se sont écoulées, et en particulier dans le tiers secteur, c'était été le cas. C'est-à-dire qu'on est en plus dans un contexte français dans lequel on a vraiment l'État qui est
le détenteur de l'intérêt général et une très grande difficulté à trouver une légitimité de la société civile dans la co-construction de cet intérêt général ou même d'un intérêt collectif, voir toutes les difficultés qu'il y a sur les notions d'utilité sociale, par exemple, et comment les faire véritablement reconnaître. Sur le fait qu'il fasse un retour aux racines, alors là, effectivement, il ne faudrait pas que je me fasse mal comprendre, il ne s'agit pas de plaider pour redevenir ce qu'on a été il y a 100 ans. Hein. Mais, par contre, je pense que c'est en connaissant la rétrospective qu'on peut faire de la prospective. C'est-à-dire que c'est si on connaît son passé que l'on peut avoir un avenir. Ça ne veut pas dire qu'on va reproduire dans l'avenir ce qu'on a été dans le passé. Hein. Ça renvoie un peu à la question que vous mentionniez aussi sur la reformulation. Et alors là où je ne suis pas du tout sûr, pour avoir certains exemples concrets en tête, c'est que je ne suis pas du tout sûr que les gens qui ont été embauchés en TUC, en CES, si on leur donne la possibilité de savoir dans quelle association on se trouve, que 36 et tout ça, ça ne les intéresse pas. Le gros problème, c'est pas que ça ne les intéresse pas, c'est qu'on leur en a jamais parlé. Hein. C'est-à-dire qu'ils viennent pour faire une prestation de service, ils sont là comme des salariés supplétifs, et justement, l'ensemble de l'association dans laquelle ils se situent, très souvent, trop souvent, ne leur a pas été présenté. Hein. Donc je crois qu'il ne faut pas trop postuler qu'ils s'en foutent, parce que c'est peut-être pas toujours ce que l'on constate quand ils ont l'opportunité de savoir où ils sont et de savoir d'où ces associations viennent. Sur ce que sont les fusions, il me semble que trop souvent ces fusions sont faites quand il n'est plus possible de faire autrement. Là encore, l'éducation populaire, je crois, est un exemple emblématique. Hein, c'est-à-dire que les regroupements, les fusions se font très majoritairement quand c'est plus possible de faire autrement. Hein. Il s'agit peut-être de renouer avec cette capacité d'anticipation qui, effectivement, va pouvoir peut-être déboucher sur des formes de mutualisation, sur des formes de rapprochement. Et à ce moment-là, ce que je voulais dire, peut-être de manière maladroite en disant reformulation de l'identité, c'est qu'une restructuration n'est pas simplement une opération de gestion. Si elle est prise au sérieux et si elle veut être menée à bien, il me semble que c'est un moment refondateur. Et ce moment refondateur suppose pour moi aussi une explicitation des deux partenaires, de justement ce qu'ils sont et en quoi est-ce qu'ils peuvent alors fusionner ou se rapprocher. Là aussi, je pense qu'il y a des exemples étrangers qui nous aident à réfléchir. Je crois que, par exemple, toute la construction des coopératives sociales en Italie, qui refusent finalement de franchir un certain seuil de taille pour justement avoir plutôt, comme ça se faisait dans les districts industriels auparavant en Émilie-Romagne ou ailleurs, des formes de consortium qui vont remplir un certain nombre de fonctions communes des associations dans l'ensemble d'une région en matière de commercialisation, en matière de négociation avec les pouvoirs publics, en matière de formation, c'est aussi des solutions qui convient d'examiner. Hein, parce que c'est vrai qu'on peut penser mutualisation, rapprochement comme... Bon, il est temps que j'arrête de sortir. J'ai fini. Un, deux. C'est personnalisé. Tu veux dire quelque chose, Jérôme ? Ouais. Bon, je ne sais pas si je peux vraiment répondre aux questions parce que je suis sociologue, mais bon, je suis aussi président d'ASSO. Et donc, c'était pour répondre à un certain nombre de questionnements, mais avec juste 2-3 exemples. C'était concernant le secteur des musiques actuelles. Le premier, c'était sur la coopération entre associations, notamment dans l'évolution de la perception de la perception de la pérennité en fait de l'association. Si vous voulez, le fait que pendant assez longtemps dans les musiques actuelles on a cherché à convaincre l'État
et les collectivités territoriales du bien fondé de sa propre activité, indépendamment de l'activité d'associations proches territorialement. C'est-à-dire que plutôt que de se penser dans un espèce de microcosme ou dans un bassin en fait où chacun avait un peu des activités spécialisées et où toutes les associations fonctionnaient les unes de manière complémentaire aux autres, on essayait de penser sa légitimité comme une légitimité supérieure aux autres associations. Donc on essayait de récupérer par exemple des subventions plus importantes et à la limite on n'évaluait pas la perte que pouvait créer du point de vue de la dynamique territoriale la mort d'associations plus petites. Mais ça, à plein de niveaux, mais je peux citer par exemple l'exemple, une association plus importante en termes de budget ou en termes de salariés qui disposait d'un lieu, pensait que c'était stratégiquement plus intéressant de louer son lieu à un producteur privé plutôt que de le louer à une petite association parce que ça pouvait lui rapporter davantage d'argent, etc. Plein de choses comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé il y a quelques années, notamment dans la fédération des lieux, c'est d'essayer d'argumenter d'un point de vue collectif, c'est-à-dire sur un territoire, notamment avec ce qu'on a appelé les programmes Solima, qui ont été en fait co-construits justement par les politiques publiques avec justement ces fédérations d'acteurs, c'est d'essayer d'argumenter sur comment est-ce que ça se passe sur un territoire, par exemple sur une ville, ou sur un département, ou sur une communauté de communes, ou alors sur un territoire même, qui n'était pas d'abord défini justement institutionnellement, mais qui était défini par des activités ou de la pratique, et comment en fait toutes ces associations, par exemple ce qu'on appelle des développeurs d'artistes, c'est-à-dire des associations qui accompagnent les artistes, qui ne sont pas forcément sur la diffusion, ou alors des associations qui s'occupent de formation, par exemple des petites écoles de musique, et d'autres qui sont sur la diffusion, comment toutes ces associations fonctionnaient les unes à côté des autres, et comment du coup on pouvait légitimer par rapport aux acteurs publics ces activités croisées, et l'importance qu'il y avait justement de ne pas casser en fait cet environnement fragile, mais en même temps qui était complémentaire. Donc du coup, dans l'argumentaire, par exemple, l'argumentaire de labellisation au niveau là, national, là, par exemple, il y a un label qui est un petit label parce qu'on n'est pas dans des expressions artistiques qui sont plus anciennes ou plus légitimes, donc on est dans un label qui pèse peu financièrement et qu'on appelle SMAC, scène de musique actuelle. Donc ce label qui peut être donné là à un ensemble justement d'acteurs ou alors à un ensemble de un environnement, un ensemble, un mécanisme global. Donc qui d'abord part d'une pensée, d'une pensée horizontale et d'une volonté d'action collective et non pas comme il y a encore juste quelques années l'idée de d'abord faire briller sa structure, là où la considérer comme par exemple justement structurante ou plus structurante que les autres, et ne pas justement tenir compte des effets pervers que ça peut apporter. Et du coup, par exemple, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des gestionnaires, mais juste en tant qu'humble sociologue, sur un ensemble de GPEC, sur les salariés, sur un territoire, sur une région, autour des lieux de musique actuels, ça c'était au milieu des années 2000. Et par exemple, on se rend compte effectivement qu'il y a certaines activités qui sont liées aussi à ces associations, certaines activités salariées, qui sont volontiers mutualisables, alors que d'autres ne sont pas mutualisables, ou même le fait de les mutualiser est contre-productif. Donc c'est-à-dire de penser en fait, après avoir redéfini, ou après avoir fait un bilan et défini quelles sont justement les missions, quelles sont les activités des différents salariés ou des différentes personnes impliquées au sein de la structure, de quelles sont justement les activités qui peuvent être mutualisées au sein de l'équipe, des équipes impliquées, indépendamment du projet artistique et culturel ou de la vocation des associations. Et puis juste une dernière chose, c'était par rapport à la première question, c'était sur le fait qu'il y ait des gens qui soient salariés dans des associations, par exemple avec des emplois aidés, puis qui arrivent là un peu par hasard, qui ne soient pas forcément conscientisés. Je pense qu'il y avait une autre chose aussi, je ne me rappelle plus du nom de l'article, mais c'était un article que j'avais lu il y a quelques années, et qui se retrouvait, moi, que je retrouvais dans la musique actuelle, c'est-à-dire que même aussi dans les recrutements
donc c'est-à-dire du point de vue des conseils d'administration des associations, le fait que justement on recrute des nouvelles personnes indépendamment justement de leur culture ou de leur implication justement en termes de vision de l'association ou en termes justement de conception de l'économie solidaire, mais qu'on les regarde davantage par rapport à un certain nombre de paramètres qui seraient des paramètres par exemple d'excellence, de formation ou d'expérience. Et donc là, en tout cas, dans la musique actuelle, ce qui se passe aujourd'hui, c'est des rediscussions là-dessus. C'est est-ce qu'on ne fait pas non plus des erreurs dans les personnes qu'on recrute? Parce que c'est ça qu'on voit, c'est qu'il y a eu une évolution quasiment assez radicale. C'est-à-dire que tous les derniers recrutés sont énormément plus diplômés que justement les fondateurs. Mais qu'en même temps, ils ont des postes qui sont moins qualifiés et qui demandent moins de compétences. Mais du coup, ces diplômés-là, qui sont entre guillemets davantage précaires, et ils agissent aussi, ou ils argumentent aussi pour une transformation globale du secteur. Par exemple, on le voit chez les femmes par rapport aux hommes, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement assez récent de direction de salles par des salariés qui sont prises par des femmes. Et donc on est passé de quasiment 0% de lieux dirigés par des femmes à autour de 15 ou 20% de lieux dirigés par des femmes. Et en fait, c'est des gens qui sont rentrés souvent, sont pas rentrés sur des postes de directeur, mais qui ont développé aussi un certain nombre d'argumentaires, enfin, qui ont aussi essayé de percevoir le secteur d'autres manières que simplement une domination, soit du libéralisme sur justement d'autres types de logiques ou alors du capital sur le travail, mais qui ont aussi mis en avant d'autres types de domination et qui l'ont intégré justement à la logique associative pour justement apporter construire en fait des nouvelles formes d'organisation qui n'existaient pas dans le secteur. Donc, voilà. Merci beaucoup, le temps est passé, on va faire une pause d'un quart d'heure, mais avant je vais juste rebondir par rapport à une question sur la gouvernance qui me semble pertinente, gouvernance et restructuration. Parce que sur notre terrain, par exemple, j'ai observé 2 associations qui fusionnaient, une dont le conseil d'administration accueillait les salariés, l'autre ne le faisait pas, et toute la question autour de la fusion et donc du futur conseil d'administration fusionné, c'est de savoir quelles règles on va prendre, celle de la participation des salariés ou celle de l'exclusion des salariés du conseil d'administration. Donc bel et bien, la question de la restructuration traverse les questions de gouvernance. Je suis désolé qu'on n'ait pas plus de temps pour répondre à tout cela, donc on fait une pause d'un quart d'heure, et après ce quart d'heure, on entamera la deuxième partie, avec une ouverture plus grande sur les expériences et les témoignages.